Au musée, j'ai vite compris que je ne pouvais pas monter en grade, disons. Je ne pouvais pas faire des recherches en dehors du Canada. Ma job était strictement pour le Canada. Toutes les jobs d'ailleurs au musée. Euh, il y avait toutes sortes de contraintes. Il voulait contrôler mes publications. Et, à ce qui paraît, j'avais besoin de permission écrite pour publier. On racontait des choses méchantes à ce sujet. C'est surtout Marcel Rieu qui avait des problèmes. Moi aussi, j'ai commencé à avoir peur. Et de toute façon, avec ma femme, on ne voulait absolument pas continuer à vivre à Ottawa. C'était comme une prison. Il n'y avait pas de vie dedans. Et c'est vrai parce que c'est une administration, une bureaucratie. N'est-ce pas? Il n'y a pas une seule usine à Ottawa. Là, ils ont construit de l'électronique. Il y a de l'électronique qui a été introduite comme industrie. Mais à l'époque, c'était très restreint. Il y avait 2 magasins pour l'alcool. Pour toute la ville, 2 magasins il y avait. À part la bière. Pour la bière, il y avait la licence provinciale. Avec chaque bouteille de bière qu'on achetait, il fallait remplir un formulaire. Ça, c'est une autre chose. C'est un sujet d'un livre, ça. Alors, il fallait penser à déménager. Et pour nous, la ville, c'était Montréal. Montréal. L'alcool coulait à flot, amusement, cabaret, je sais pas quoi. Où à Montréal? Et comment à Montréal? Moi, j'ai senti que je ne pourrais pas monter en grade ou avoir une job intéressante sans doctorat, sans PhD, disons. C'était obligatoire. Le PhD était en train de devenir obligatoire au Canada. Dans le temps, quand je suis rentré, les années 60, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas de PhD, très peu, très peu. Barbon n'avait pas de PhD. Jeunesse n'avait pas de PhD. Ils avaient des PhD honorifiques, certainement, mais pas de PhD gagné, comme on dit en anglais, earned PhD. Donc, il fallait retourner aux études. Et aller dans une autre institution, à Montréal si possible. Moi, je voulais retourner aux études parce que, entre-temps, moi, je n'avais jamais fait d'études en anthropologie, ethnologie, etc. Uniquement le séminaire de Jean Gabu, qui était misérable. Alors, aller où? Les Canadiens français, à l'époque, ils aimaient beaucoup... comment s'appelle cette université? De nouveau, je perds la mémoire.
dans l'État de Upper New York State, l'État de New York. Dans le nord de... Là, vous êtes allé? Non. Non. Non, mais c'était l'université qui, traditionnellement, accueillait les Canadiens français, les jeunes Canadiens français. Attendez, voilà. Il y a Sidney Mintz qui était là-bas, et d'autres spécialistes de la partie est du continent nord-américain. Et c'est eux qui avaient bâti la théorie du paysanat canadien-français. Les gens de cette université avaient déclaré que les Canadiens français, dans le temps et pratiquement jusqu'à aujourd'hui, étaient des paysans. Et tout le monde s'inclinait devant le diktat des grands Américains de cette université. Comment ça s'appelait? Connecticut? Comment? Pas l'université de Connecticut? Connecticut? Non, non, non. Et c'est une des plus grandes universités. C'est pas Yale, c'est... Où ça? Dans quelle ville? New York? Non, non, non. Boston? Non, 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 au nord, dans le bush. J'ai le catalogue américain ici, on peut regarder après. C'est là que la théorie du paysanat canadien-français avait été élaborée et acceptée par tous les Canadiens français qui enseignaient à Laval et ailleurs. On ne pouvait pas bouger de cette vérité. Arrive un jeune homme, ancien militaire du nom de Philippe Garrigue. Vous le connaissez? Non. Et la guerre s'installe. Philippe Garrigue avait fait la guerre comme militaire britannique, des sujets britanniques. Et après, il va étudier l'anthropologie en Angleterre à LSE. Et là, il se fait méchant et agressif. Il arrive ici et déclare publiquement que les Canadiens français ne sont absolument pas des paysans, ce sont des urbains de longue date. De longue date, et voici les preuves à l'appui. Alors là, Marcel Rioux a perdu des plumes. Il a perdu des plumes parce que Garrigue était très fort et méchant. Il a été nommé doyen de la faculté des sciences sociales à l'Université de Montréal, nouvelle faculté, avec beaucoup d'argent, pour établir les sciences sociales au Québec, en français. Lui, tout anglais qu'il était, Garrigue, il avait quelque chose de français en lui et parlait le français comme sa langue maternelle, ce qui probablement était le cas. Moi, j'étais copain avec lui, mais je n'ai jamais parlé de ces affaires-là. Alors, Garrigue amène la guerre. Comment ça s'appelait ça? Mais moi, ça ne me concerne pas, cette guerre-là, parce que je ne travaille pas sur des matériaux canadiens français. Je pensais aux Inuits déjà, etc.
Attendez. Je crois qu'il faudra arrêter. Je suis gaga. Je suis gaga. Je crois que l'histoire de Philippe Garrigue est très intéressante et très importante pour le Canada. Parce que, donc, moi, je dois absolument faire un PhD quelque part. C'est la conclusion à laquelle j'arrive. Sans PhD, je ne pourrais pas avoir une place stable quelque part. Je serai toujours menacé. Et pourquoi Columbia? Arrive un jour au musée à Ottawa un jeune Américain étudiant du nom de Paul Hazard, qui fait sa thèse sur les cuivres de la côte ouest, précisément sur lequel je mettais mes jambes. Il fait sa thèse sur les cuivres et il sait qu'il y en a au musée. Il veut les voir, les étudier, prendre 1 milligramme pour analyser. On ne sait pas d'où vient le cuivre. Est-ce qu'il vient du Pérou? Est-ce qu'il est native copper? Est-ce qu'il vient d'origine locale? On ne sait rien, il lui faut ça. Or ça, c'était un étudiant de Columbia. Et il me dit, moi je lui parle de mes déboires, mes problèmes que je vais étudier pour un PhD aux États-Unis. Lui me dit, va à Columbia. Mais je lui dis, moi je parle mal l'anglais, je parle presque pas l'anglais, toujours. Alors il me dit, t'en fais pas, écris une lettre en français à Connie Arensberg, qui était professeur là-bas. Et je connaissais par ses travaux. Connie Arensberg écrit un mot bon que je dis. C'est le conseil qu'il m'a donné. J'ai écrit un mot et j'ai été accepté. Et Marcel Rioux, qui avait le bras long, il m'a obtenu une boursette pour payer mes frais de scolarité. Et me voilà avec femme et enfants arrivés à New York, à Columbia. Et après quelques mois, j'ai vite compris la différence qu'il y avait entre l'université de Neuchâtel et une université comme Columbia. En commun, ils ont seulement le nom. Rien d'autre. Rien d'autre. Sérieux, dur, méchant. Margaret Mead avait sa coterie. Elle était entourée de ses admiratrices, surtout des jeunes filles de bonne famille. Et quoique Columbia n'était plus ce qu'elle était sous Boas. Ce que j'apprécie le plus, c'est le secrétariat de Columbia, du département d'anthropologie, où il avait les portraits des professeurs accrochés au mur. Alors, il y avait en premier le portrait de Boas, qui était avec 2 ou 3 pouces plus grand que les autres. Seulement 2 ou 3 pouces. Et après ça, il y avait tout le monde. Golden Weiser, Paul Radin, il y avait tout le monde. Margaret Mead, Ruth Benedict, toute l'anthropologie américaine était là-bas. Elle était là, au mur
du département. Et là, je dois avouer que c'était une institution puissante, dans beaucoup de tentacules dans le monde entier. Elle était liée plus ou moins à la politique extérieure américaine, mais je n'ai jamais eu de soupçon qui soit lié aussi à la CIA, comme la Smithsonian, qui est liée. C'est une agence de la CIA. Là, à Columbia, on ne s'intéressait pas aux Esquimaux pour faire des spécialistes des Esquimaux. La question qui se posait était quelle est la signification anthropologique des recherches esquimondes, disons, sur les Esquimaux. Chaque société était un problème anthropologique. Tout était ramené à l'anthropologie comme science. Très différent. Le niveau complètement différent de ce à quoi on était habitué, parce qu'à Ottawa, au musée, on faisait uniquement de l'Indien ou de l'Esquimau. Là, il n'y avait pas ça. On faisait de l'anthropologie. Très dur, les examens. William Duncan Strong, qui était directeur de ma thèse, il a commencé l'année académique quand j'y étais moi en disant qu'il y a beaucoup de candidats, on était 40, qui avaient réussi de rentrer. Sur ces 40, seulement 10%, 4 vont recevoir le PhD. 36 vont être éliminés, peuvent recevoir le MA. De sorte que l'atmosphère n'était pas très encourageante. Pas du tout. On nous faisait travailler comme du bétail. Vraiment. C'était... J'ai compris à ce moment ce qui faisait la grandeur de l'Amérique. L'Amérique est devenue un grand pays grâce à grandes institutions. C'était ça, Columbia. Il y avait une personne qui était en charge des étudiants étrangers. J'ai oublié son nom, une juive française qui avait fui les persécutions en Europe, qui s'était amenée à New York. Et elle n'avait pas encore terminé sa thèse, mais était sur le point de... elle m'a donné beaucoup de renseignements sur comment faire. Elle m'a dit ce qui compte ici, au niveau début, c'est le 101, 102, examen d'anthropologie générale. 101, 102. 101, c'est le premier semestre, 102, le deuxième semestre. Tout dépend il n'y a pas d'examen oral, tous les examens sont écrits. Et voilà, et on peut poser n'importe quelle question.
structure de la parenté chez les Bushiman. Comme ça, le monde entier, où il y a 3000 sociétés différentes. On sort épuisé, dégoûté. Un léger mépris pour Harvard, par exemple, à qui Boas avait alloué l'archéologie américaine. Boas avait compartimenté toute la science anthropologique et alloué, chaque segment était alloué à une université quelconque, université américaine. Pour l'archéologie mésoaméricaine, c'était Harvard. Philip Smith posait des questions pareilles à Philip Smith. Lui, il sera très au courant. L'ethnologie nord-américaine, évidemment, Columbia. Boas a gardé ça pour lui. Moi, j'ai beaucoup souffert du rythme, savoir que je n'y arrive pas. La quantité de lecture est telle que je n'arrive pas. Je sors de là, de la salle de lecture, épuisé, fatigué. Je ne peux plus, je ne tiens pas. Et leur stratégie, précisément, l'élimination. Éliminer. Garder 4 ou 5 étudiants, ceux qui peuvent résister à la pression, c'est tout. Au fond, c'est plus des questions académiques, là. C'est biologique, celui qui a la force de personnalité de pouvoir résister à la pression. La compétition biologique entre les individus. Peut-être vous pouvez nous parler de Margaret Mead, puisqu'elle a signé quand même la préface. Margaret Mead avait sa coterie. Sa coterie de jeunes filles de la haute bourgeoisie new-yorkaise. Il ne venait pas souvent donner son cours et se faisait remplacer par, comment s'appelait, la femme du grand ethnologue français. Mais j'ai plus de nom, mémoire pour les noms. Mandras. Est-ce que c'était Mandras? Je crois que c'était Mandras. Sa femme était américaine, c'était la copine de Margaret Mead. Elle logeait dans le même appartement, elle partageait un appartement juste en face du musée. Il y avait peu d'étudiants, il n'y avait pas foule, jamais chez elle il n'y avait foule. Toutes les filles étaient au premier, deuxième, troisième rang. Et elle se levait et commençait toujours « When I was in Manus ». Et tout le monde tremblait comme ça, de respect, d'admiration. « When I was in Manus ». C'est qu'elle a connu Manus avant la destruction japonaise, avant la guerre. C'était la seule. Je lui ai montré des films esquimaux. Et elle les a utilisés en classe. Elle utilisait la pêche à la truite saumonée au barrage de Pierre. Alors elle concluait en disant « Eskimos have changed
completely, but they still exist on this screen. Il disait comme ça. J'étais très orgueilleux à l'époque. Et l'intérêt pour l'anthropologie visuelle? Elle, ça vient d'elle. Ça vient de moi aussi. Mon intérêt pour l'anthropologie visuelle, quand j'étais à Genève étudiant, à l'époque il n'y avait pas de télévision, mais il y avait des conférenciers, des jeunes gens qui avaient voyagé en Amérique du Sud, en Chine, je ne sais où, et qui avaient tourné quelques films avec des petites... et qui se promenaient dans les salles communales en France, d'une salle communale à l'autre, et montraient le film et faisaient des conférences. On appelait ça des conférenciers, vous vous en souvenez? À propos, parlant de conférenciers, il y en a qui sont venus ici, à Montréal, à donner une conférence à Outremont, à un moment, à la salle Outremont, à un moment quand moi aussi j'avais présenté, on m'avait demandé de présenter un film Esquimau. Et ils ont vu le film Esquimau. Ils ont tellement aimé qu'après ça, ils m'ont proposé de me joindre à eux, de quitter l'université, de me joindre à eux et faire la tournée du monde en faisant des conférences et montrer les films Netsilik. Pour vous dire que dans le temps, le rôle de ces conférenciers était très grand pour enflammer l'enthousiasme des jeunes surtout. Et parce qu'il n'y en avait pas d'autres, donc il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de film, je veux dire, qu'on pouvait voir facilement, librement. Alors on s'est précipité dans les salles de cinéma, regarder entendre les conférenciers. Et il y a un conférencier qui était venu à Genève il avait grimpé jusqu'aux sources de l'Orénoque. Jusqu'aux sources de l'Orénoque. Et là, il y avait des indigènes nus. Il a montré son film, auquel il traînait avec lui un gramophone. Il a fait jouer une symphonie de Beethoven. Et c'était un grand pas en avant dans la compréhension interculturelle ou je sais pas quoi. Vous voyez, ça m'a enthousiasmé. Ça m'a enthousiasmé. Les conférenciers en général à l'époque. Et le Saladin est très au courant de mon enthousiasme. À l'époque, quand il était à Montréal, je lui avais demandé de m'aider. Je voulais m'acheter une pétrolette et aller dans les petites villes, dans les villages, montrer des films. Mon grand désir, c'était précisément les salles communales en France. Pas la salle Pleyel, pas du tout, pas du tout. C'est petite dalle et la pétrolette. Avec un sac sur le dos, avec le film dedans. Gabu avait fait des films.
Je n'ai rien vu de lui chez les Esquimaux, mais il a fait des films dans une tribu très petite, minuscule, en Afrique de l'Ouest, en Mauritanie. J'ai oublié le nom de la tribu en Mauritanie. Il était là-bas, c'était d'ailleurs son grand cheval de bataille, cette expérience en Mauritanie qu'il avait faite. Et il avait fait des films qui m'ont inspiré beaucoup. Depuis ce moment-là, j'ai toujours rêvé de travailler dans les déserts. Jamais dans une région boisée. Je détestais ça. J'aimais les déserts. Donc, il y avait Jean Gabu. À ce moment-là, quand j'étais à Neuchâtel et j'admirais les films de Jean Gabu, je me suis trouvé un copain avec lequel on voulait organiser une expédition ensemble en Afrique de l'Ouest, chez les Peul Bororo. Chez les Peul Bororo, dans le Sahel, donc tout à fait. Lui était un fils d'horloger, évidemment, et il avait obtenu un peu d'argent, et on aurait pu en chercher davantage, et on avait envie d'aller, on avait formulé le plan. Et moi, je voulais faire une thèse plus tard sur les... Ça va me venir. En Algérie, toujours, le sud algérien, du côté de El Goléa. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Pas seul pour une question d'argent, on aurait pu avoir de l'argent des horlogers de Châtellois, ils en étaient pleins. Mais mon père m'avait coupé les fonds et on avait organisé mon départ pour le Canada et je devais émigrer au Canada pour devenir autonome 23 ans, 22 ans. Et on a dû abandonner. Lui, après ça, il a fait son film. Nomade du soleil. Il a fait son film. J'ai oublié son nom. À ce qui paraît très bien réussi. Je ne l'ai jamais vu. Pour... laissons les Esquimaux pour demain. C'est un gros morceau. Essayons de terminer Ottawa. Oui, Anthropologica. Anthropologica. Je travaillais avec les missionnaires. Le père Thibert et d'autres. Il avait un père qui avait préparé un questionnaire fort pratique et fort savant. Un questionnaire épais comme ça, avec le nom de l'objet en cri, en français, en anglais. On n'avait qu'à remplir le questionnaire pour les différentes tribus indiennes. Je crois que c'est nous qui l'avons publié, Anthropologica. Moi, en tous les cas, je l'avais longtemps sur mon bureau et je me préparais à travailler avec.
Ensuite, on trouvait qu'il était honteux, grande institution comme le Musée national, qui ne jouait aucun rôle sur le plan national. Quelques touristes perdus passaient en été là-bas, et c'était tout. C'était une institution moribonde. Et il fallait rajeunir ça, on s'est dit une revue. L'idée était de moi. C'est moi qui ai choisi le titre aussi, Anthropologica. Et c'est les missionnaires qui nous aidaient beaucoup. Le père Thibert, il venait au bureau, on jasait, on buvait du café. Mais on a ramassé des articles, on a fait des choses. À part ce questionnaire, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ben, j'avais publié la revue de la biographie de Dame Jeunesse. On a fait autre chose aussi, je me souviens. C'était pendant l'époque du grand apogée de l'anthropologie visuelle. Grand apogée est dû de nouveau à l'action de Margaret Mead, mais il y avait plusieurs personnes aussi qui s'étaient impliquées. Là, je n'ai plus les noms en tête, mais tous américains, pas de gens rouges aux États-Unis. Bob Gardner l'avait invité une fois à Harvard. Il est venu, il a montré ses films et c'est tout. Il n'a rien dit, il n'a pas donné de cours, ce que Bob Gardner voulait. Alors, Margaret Mead et d'autres avec elle parlaient qu'il faudrait utiliser de façon beaucoup plus systématique l'audiovisuel, l'enregistrement. Il disait que Boas aurait proclamé que en anthropologie, nous avons besoin de records and only records. En français, records, c'est... Comment? Enregistrement. Enregistrement. Nous avons besoin d'enregistrement. Et les enregistrements les plus fidèles sont les enregistrements mécaniques audiovisuels. Donc, là, elle a beaucoup fait, elle n'était pas la seule d'ailleurs, pour établir l'autonomie, établir la majesté de la caméra, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, et elle avait décidé de proposer la création d'un centre national de l'audiovisuel en anthropologie où vont être déposées toutes les archives tournées par tous les films, les archives, les recherches tournées par les ethnologues aux quatre coins du monde seront déposées là-bas et gardées en conditions optimales. Et la Smithsonian a été décidé que l'institution sera établie dans la Smithsonian. Et Margaret Mead a dû commencer à chercher un directeur, un gérant de ce centre-là, qui allait créer des archives selon les exigences nouvelles de la nouvelle anthropologie visuelle. Après ça, on m'a dit
il y avait deux personnes éligibles à ce moment-là pour la Smithsonienne. C'est Eric Sorensen, qui avait travaillé en Mélanésie, tourné beaucoup de matériel, mais pas de films. Il avait publié 2 articles dans Current Anthropology. Et moi, on était les deux éligibles. Du temps a passé, et Sorensen a été nommé. Moi, je ne savais pas que j'étais éligible à ce moment-là. C'est bien plus tard que je l'ai su. Moi, j'avais, maintenant, ça me vient à l'esprit, j'avais beaucoup déçu Margaret Mead. Je l'avais déçue. Attendez, quel projet que c'était, ça? Je n'arrive plus à me rappeler. Je devais faire quelque chose pour la profession, pas pour elle personnellement. Et j'ai refusé, je ne l'ai pas fait. Parce que j'étais occupé avec le programme pédagogique MACOS. Et je l'ai déçu gravement. Elle s'attendait à ce que je lâche tout pour accepter la job de dirigeant à la Smithsonian. Je crois que j'étais en train de partir pour Great Whale. Et bref, Sorensen a été nommé. Il m'appelle, je vais à la Smithsonian. J'avais un projet à la Smithsonian, le projet afghan. Il était patronné et financé par la Smithsonian. Et attendez voir. On s'est entendu qu'il faut faire une tournée, chercher des sites pour filmer. Soit avec déjà une anthropologie classique terminée, comme les écrits de Boas sur les Kwakiutl, l'ethnographie est terminée, on fait un film dessus. Soit on fait et la recherche, mais brève recherche, suivie de tournage sérieux, avec cette double formule. Et moi, j'étais chargé à chercher des sites dans le monde entier. Budget illimité. Ça me plaisait beaucoup. Alors j'ai commencé à tourner autour du monde, comme ça. Commencer à tourner autour du monde. De nouveau, Himalaya, le plus spectaculaire, le plus intéressant, très vivant aussi. Et là, j'ai commencé à faire des recherches sur l'Himalaya bouddhiste,
Et je suis arrivé à la conclusion que difficile de trouver mieux que le Ladakh. Il y a mieux, mais c'est un bon Mustang. C'est beaucoup plus au nord, à la frontière chinoise, tout à fait. Mais c'était fief gardé d'un Français. Il s'appelait comment? J'ai oublié son nom. Ma fille le connaît bien. Moi, je le connais pas, je l'ai jamais reconnu. Un Mustang. Tout à fait traditionnel. Grande profondeur historique. Alors, je vais là-bas, et toujours un séjour de une semaine ou deux, pour prendre quelques notes avec photos, et essayer de trouver un étudiant de doctorat, candidat de doctorat, qui voudrait faire sa thèse là-dessus, avec film. Deuxième société, Hunza, tout près de Ladakh, pas loin, dans les hautes montagnes, juste derrière K2. K2, c'est la deuxième montagne au monde, après Everest. Hunza, c'est religieux un petit peu. C'est le fief de... Comment s'appelait le chef des musulmans? Pas chiite, mais... Ça va me venir. C'est impossible que ça ne me vienne pas. Et je suis allé là, j'ai vu un troisième endroit dans le Rajasthan. Entre-temps, j'ai commencé à entretenir une correspondance sérieuse avec d'autres candidats dans d'autres universités américaines, et ceux qui m'auraient mené à devenir producteur de cinématographique. Une job nouvelle, différente de la mienne. J'ai fait ça. Ça a très mal fini, pas pour moi, mais pour Eric Sørensen. Eric Sørensen. Il est devenu fou. Et le directeur de la Smithsonian m'a invité d'organiser un comité de supervision de Sørensen dans le but de trouver des arguments pour le vider. Et on a réussi. On a créé un comité de nettoyage. Mais il était devenu vraiment fou, il n'était plus contrôlable. Les travaux, les Smithsonian ont été arrêtés, uniquement les archives, ils ont gardé. Il y a une femme qui s'occupe des archives ethnographiques filmées, et c'est tout. Mais ils en ont eu assez. Moi, j'ai été obsédé par le riz. On a des films classiques sur le blé, la production du blé, sur différentes... on a beaucoup de films sur la chasse, sur d'autres, sur les légumes, etc., etc. Mais rien sur le riz, où la moitié de l'humanité vit avec le riz. On n'a rien, on n'a pas un film à montrer en classe. De sorte qu'on était préparé à faire œuvre très utile, parce que dans l'enseignement, ces films marchaient très bien.
Voilà. Qu'est-ce que ça a donné finalement? Est-ce qu'il y a eu des réalisations qui vous paraissent Rien. rien? On est retourné à l'ancienne initiative individuelle et privée. Pas de globalisation. Kad is je gaat niet meer? Tu veux pas que ça mange pour souper? Wanka is lezen meer? Tu penses que tu peux sortir maintenant? On peut rester à la maison? Pas de problème. Il est 7h moins 20. Si vous m'accordez un quart d'heure de repos, pas ici, dans la chambre à coucher, Oui. après ça, on pourrait sortir, manger des kebabchés, des grillades en face.